Gad Elmaleh a longtemps fait rire pour ne pas avoir à se dévoiler, pas par calcul, par réflexe, par protection. Une pudeur instinctive, presque physique, qui transforme l'intime en matière dangereuse. À 54 ans, il choisit pourtant un mot qu'on n'attend pas dans la bouche d'un humoriste habitué aux salles pleines, la pudeur. Et il le relie à une femme qui, depuis l'adolescence, a appris à vivre sous les projecteurs tout en restant à distance. Vanessa Paradis. Discrète, prudente, farouche sur sa vie privée, elle a construit une carrière où l'on devine plus qu'on ne sait, où le silence n'est pas un vide, mais une frontière. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a des moments où l'on ne peut plus se cacher derrière la vanne. Parce qu'à force d'accumuler les tournées, les plateaux, les succès, on finit par entendre ce qui, chez l'autre, vous a éduqué sans le vouloir. Et parce que Gad lui-même a déjà reconnu, à sa façon, que la pudeur n'est pas qu'une posture. C'est une lutte intérieure, un mélange de gêne, de complexe, de limites qu'on négocie jour après jour, jusque dans des détails très concrets de corps et d'exposition. Ce que Gad raconte aujourd'hui, ce n'est pas Vanessa la star, c'est Vanessa comme leçon. Il dit avoir été marqué par cette manière qu'elle a de ne jamais surjouer l'émotion, de ne pas s'expliquer, de ne pas rentabiliser le sentiment. Chez elle, même l'amour se formule au conditionnel, avec des mots simples, presque retenus, comme lorsqu'elle évoquait en interview l'idée d'avoir envie d'être là, sans grande déclaration, sans théâtre. Et c'est là que la rencontre devient intéressante. D'un côté, un homme dont le métier consiste à prendre la scène, à remplir l'espace, à provoquer le rire, à capturer l'attention. De l'autre, une femme qui, même au sommet, a toujours gardé une part d'elle hors champ, non par froideur, mais par pudeur, par survie, par expérience. Alors quand Gad dit « parlez enfin », il ne s'agit pas d'un scoop. Il s'agit d'un aveu tardif. Parfois, ce qui vous transforme le plus n'est pas une phrase qu'on vous dit, mais une manière de se taire, une manière de rester digne, une manière de ne pas se livrer au public, même quand le public réclame. Et si cette pudeur chez Vanessa l'avait atteint parce qu'elle révélait sa propre fragilité, parce qu'elle lui rappelait ce qu'il fuit depuis toujours, le moment où l'on n'a plus de blagues, plus d'esquives, plus de personnages. Mais de quelle pudeur parle-t-il exactement ? Qu'a-t-il vu, entendu, compris chez Vanessa Paradis qui l'a suivi pendant des années? Et surtout, qu'est-ce qui, aujourd'hui, l'oblige à briser ce silence? Ils ne se sont pas cherchés, ils se sont reconnus. Dans ce milieu où tout le monde se croise sans vraiment se voir, Gad Elmaleh et Vanessa Paradis appartiennent à la même catégorie rare. Ceux qui comprennent instinctivement le prix d'une phrase trop dite. La première fois où leur trajectoire se touche publiquement, c'est dans un cadre qui oblige à se tenir droit, à sourire, à paraître léger alors que tout est millimétré. La 35e cérémonie des Césars, le 27 février 2010, au Théâtre du Châtelet. Ce soir-là, Gad n'est pas l'ami qu'on retrouve en coulisses. Il est l'un des maîtres de cérémonie, aux côtés de Valérie Lemercier. Ce rôle-là dit déjà beaucoup de lui. Être au centre, tenir le rythme, faire respirer la salle. C'est une forme de contrôle. Une façon élégante de ne pas laisser le silence s'installer trop longtemps. Vanessa, elle, arrive dans une position presque inverse. Star évidente, oui, mais star qui n'a jamais joué la carte de l'exhibition. Elle traverse les années avec cette retenue si française. Pas l'absence d'émotion, plutôt une discipline. Et cette discipline, ce soir-là, se voit dans les détails. Une présence, un sourire, une capacité à répondre sans se livrer, même quand l'humour vient la frôler. Certains médias relèvent qu'elle se prête au jeu, qu'elle accepte même de rire de ses propres maladresses, portées par le duo d'animateurs. Dans ces cérémonies, tout peut basculer en une seconde. Un nom écorché, une hésitation, une plaisanterie de trop. Gad, lui, sait exactement comment on protège quelqu'un sur scène. Il protège par le rythme, par la relance, par ce petit pas de côté qui transforme une fragilité en moment partagé. Et Vanessa, de son côté, sait comment on se protège soi-même, en ne donnant jamais la totalité, en laissant une part hors champ. Ce n'est pas encore la rencontre au sens romanesque. C'est un premier contact. Deux systèmes de défense qui se comprennent. La vraie rencontre, celle où l'on parle autrement, où l'on écoute plus qu'on ne performe, arrive ensuite, quand le travail crée un espace plus calme, quand la notoriété s'efface derrière une tâche précise, faire exister des personnages. En 2011, ils se retrouvent autour d'un projet qui a l'air léger, mais qui demande une précision d'orfèvre. Un monstre à Paris, film d'animation sorti en France le 12 octobre 2011. Vanessa y prête sa voix à Lucille, Gad à Raoul. Le doublage, ce n'est pas juste lire un texte, c'est se livrer, sans le corps,
Tout passe par la respiration, par le rythme, par une intention qu'on doit rendre audible sans la surligner. Et là, la pudeur n'est plus une qualité morale, c'est un outil technique, une économie. Le film a sa propre histoire de fabrication. La page Wikipédia rappelle notamment que les voix françaises sont enregistrées une fois le film terminé et que Vanessa Paradis est la seule actrice à assurer à la fois la voix anglaise et la voix française. Autrement dit, elle connaît ce personnage de l'intérieur. Elle a déjà traversé ses émotions. Elle revient avec une mémoire du rôle. Et face à elle, Gad arrive avec sa science du tempo, sa musicalité comique, mais aussi ce que le doublage révèle brutalement. On ne peut pas cacher une hésitation derrière un geste. On ne peut pas meubler. La voix trahit. C'est ici, précisément, que Gad peut être marqué. Parce que Vanessa ne surjoue pas. Parce qu'elle sait faire passer une émotion sans la nommer. Parce que même dans un film d'animation, elle garde une frontière nette entre ce qu'elle offre et ce qu'elle garde. Lors des interviews de promotion, on les voit ensemble, entourés de l'équipe, parler du film, se répondre, s'accorder. Rien d'excessif. Rien de spectaculaire, mais un langage commun, la précision, la pudeur, le refus de l'effet gratuit. Et c'est peut-être là que la rencontre prend sa forme la plus intime. Non pas une confidence, mais une observation. Gad regarde Vanessa travailler. Vanessa regarde Gad s'ajuster. Deux artistes qui n'ont pas besoin de s'expliquer pour se comprendre. Reste une question. Quand deux sensibilités aussi réservées se reconnaissent, qu'est-ce que ça produit au moment où leur carrière atteigne leur sommet? Il y a dans une carrière un moment où l'on n'a plus besoin de prouver. On est déjà installé, on remplit, on vend, on rassure les producteurs, on attire les caméras. Et paradoxalement, c'est là que l'on risque de se perdre le plus vite. Chez Gad Elmaleh, ces années-là ont un rythme de métronome. Scène, cinéma, télévision, cérémonie. Le pays le connaît par cœur, et lui, il connaît par cœur les ressorts du pays. Il n'est pas seulement drôle, il est devenu un repère, un visage familier, celui qui peut tenir une salle, mais aussi tenir un direct. Quand il revient animer les Césars au milieu des années 2000, ce n'est pas un hasard, c'est un signe de centralité. Être maître de cérémonie, c'est être l'homme du tempo national, celui qui gère la gêne, les blancs, les imprévus. L'Académie du cinéma rappelle qu'il occupe ce rôle en 2004, puis qu'il reprend du service en 2005. Et cette image colle, Gad au centre, avec l'art de l'équilibre. Dans le même temps, son cinéma s'élargit. Il passe de la comédie romantique au grand public assumé, parfois très critiqué, parfois triomphant. Coco, 2009, qu'il écrit, réalise et interprète, en est un exemple. Le film est décrit comme un succès commercial, malgré un accueil critique mitigé, avec des chiffres de budget et de recettes largement commentés. Puis viennent d'autres rôles populaires, dont Un bonheur n'arrive jamais seul, 2012, porté par un duo très affiche avec Sophie Marceau, et qui revendique un box-office solide en France. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on est partout? On s'habitue à être regardé, on s'habitue à répondre, on s'habitue à donner, et plus on donne, plus la pudeur devient une denrée rare. Chez Gad, la gloire est bruyante par définition. Elle passe par le rire, par l'exposé, par le récit de soi. Même quand il protège l'intime, il le contourne en spectacle. À l'inverse, Vanessa Paradis traverse sa propre période de sommet avec une stratégie presque opposée. Elle avance, mais elle se retire en même temps. Elle chante, elle tourne, elle occupe le paysage, tout en laissant le public à distance. En musique, l'époque Divine Idylle marque ce pic. La reconnaissance n'est pas seulement populaire, elle devient institutionnelle. Le palmarès officiel des victoires de la musique 2008 mentionne Divine Idylle comme album de chansons variété de l'année. Et la tournée qui suit s'inscrit dans cette dynamique. Un live, une captation, une présence scénique, mais toujours cette manière de ne pas se livrer en trop. Le projet Divine Idylle Tour sera même associé à une récompense cotée DVD musical selon les sources de référence autour de cette sortie. Au cinéma, elle ajoute une couche. Non plus la jeune icône, mais une actrice capable de tenir un film grand public et d'être reconnue. Dans L'Arnaqueur, 2010, elle est au cœur d'une comédie romantique devenue très visible, avec une performance suffisamment remarquée pour figurer dans des listes de nominations importantes, César, Globe de Cristal, selon les synthèses de référence du film. Puis Café de Flore, 2011, lui donne une autre densité.
Le film accumule nominations et récompenses et la trajectoire d'accolade associe explicitement Paradis à des prix d'interprétation, notamment dans les palmarès canadiens. Pour le public, ces années sont simples à lire. Gad est l'homme qui fait rire la France. Vanessa est la femme qui la fascine sans jamais se livrer complètement. Mais pour eux, à ce niveau, rien n'est simple. Parce que la gloire crée une illusion. Elle fait croire que tout va bien, qu'on a trouvé sa place, qu'on maîtrise. Pourtant, au sommet, les tensions sont plus fines, plus sourdes. La pudeur chez Vanessa devient une force. Chez Gad, elle peut devenir un manque. Et quand deux artistes se croisent dans cette zone de haute altitude, ils perçoivent l'essentiel chez l'autre. Non pas le talent, tout le monde le voit, mais le mécanisme de survie. Ce qui frappe Gad dans ces années-là, c'est peut-être justement cela. Vanessa ne semble pas profiter de sa propre légende. Elle la tient, elle la contient. Elle sait dire non parfois sans même prononcer le refus. Et quand on vit dans l'hypervisibilité, cette retenue ressemble à une leçon. Mais alors, si la gloire a tout amplifié, qu'a-t-elle aussi fragilisé? Car à force d'être au sommet, la moindre fissure apparaît plus nette. Et ce qui au début ressemblait à une simple différence de tempérament peut devenir une distance. Mais alors, à quel moment la pudeur, au lieu de protéger, commence à isoler? Parce qu'à ce niveau de célébrité, ce n'est pas seulement l'amour ou l'amitié qui sont mis à l'épreuve, c'est la façon même d'exister en public. Et chez Gad Elmaleh comme chez Vanessa Paradis, le public n'est jamais un simple décor. C'est une pression constante, une caméra mentale qui oblige à choisir ce qu'on montre et ce qu'on... Gad, lui, avance avec une contradiction qu'il a déjà formulée à sa manière. Il se décrit comme quelqu'un qui manque de confiance, qui se dévoile, sans doute plus qu'il ne le croit, mais toujours avec une forme de pudeur et de légèreté. Autrement dit, il parle, il joue, il rit, tout en gardant une porte fermée. Cette porte, il la tient avec l'humour. Et parfois, l'humour devient un verrou. Vanessa, elle, tient la porte autrement. Elle ne la verrouille pas avec des blagues. Elle la verrouille avec le calme, avec la sobriété, avec cette manière de ne pas répondre quand la question n'a pas à être posée. Ce n'est pas de la froideur, c'est une discipline. Et cette discipline, quand on la regarde de près, a quelque chose de radical. Elle suppose de ne pas récompenser la curiosité. Pourtant, ces deux pudeurs ne se ressemblent pas. Celle de Gad est mobile, vivante, presque nerveuse. Elle se déplace, elle esquive, elle se maquille en rire. Celle de Vanessa est stable, compacte. Elle ne se déplace pas, elle ne s'explique pas. Elle résiste. Et c'est là que les fissures commencent. Pas forcément entre eux, au sens d'un conflit déclaré, mais dans l'espace qui se crée quand deux artistes ne gèrent pas la même chose au même rythme. D'abord, il y a la machine médiatique. Quand ils font la promotion d'un film comme Un monstre à Paris, tout est programmé. Les interviews, les plateaux, les formules, les anecdotes attendues. Le film, officiellement, c'est une aventure d'animation avec une distribution vocale prestigieuse, et eux sont là pour porter un récit public propre. Mais dans ces moments-là, la presse ne se contente jamais du film. Elle cherche la personne, elle cherche le vrai, elle cherche le détour qui fera cliquer. Ce soir-là, ou plutôt cette saison-là, chacun apprend quelque chose sur l'autre. Gad comprend que, chez Vanessa, la pudeur n'est pas un trait de caractère charmant, c'est une stratégie de survie. Et Vanessa comprend que, chez Gad, le rire n'est pas seulement une arme, c'est parfois une protection qui peut devenir envahissante, parce qu'elle occupe l'espace avant même que le silence ait le temps d'exister. Ensuite, il y a la vie qui déborde. En juin 2012, la séparation de Vanessa Paradis et Johnny Depp est rendue publique avec une demande explicite: respecter leur vie privée et surtout celle de leurs enfants. Cette phrase, banale en apparence, en dit long. À ce niveau, la pudeur n'est plus un choix esthétique, c'est un rempart. Et quand une personne rappelle publiquement la frontière, c'est que la frontière a été piétinée trop de fois. Or, pour un humoriste comme Gad, la frontière est toujours un objet compliqué. Le public l'aime quand il ose, les producteurs le veulent quand il se livre, les réseaux se nourrissent quand il réagit. Même quand il est discret, on lui demande un commentaire, une posture, une phrase. Et lui, comme beaucoup d'artistes comiques, connaît ce piège. Plus on vous réclame du vrai, plus vous devez inventer une manière de rester vrai sans vous trahir. Mais alors, comment rester humain quand on est devenu un sujet permanent? C'est ici que les fissures s'élargissent. Non pas parce qu'il y aurait un scandale entre eux, ce serait trop simple, trop romanesque, mais parce que leur tempérament révèle deux façons de payer le prix de la célébrité. Vanessa paye par le retrait.
Elle protège, elle coupe, elle réduit le champ. Gad paye par le mouvement. Il multiplie les scènes, les projets, les apparitions, et il apprend à chaque fois que la surexposition fatigue autant qu'elle nourrit. Et dans cette zone-là, l'incompréhension est facile. Gad peut se dire « Pourquoi se taire autant ? Pourquoi ne pas répondre, ne serait-ce qu'un peu ?» Vanessa peut se dire « Pourquoi expliquer ? Pourquoi donner prise ? Pourquoi transformer l'intime en matériau, même avec élégance ?» Mais alors, comment continue-t-on à se respecter quand on n'habite pas la même définition du silence? Jusqu'où la pudeur protège, et à partir de quand elle devient une distance? Et quel événement, quel choc, quelle crise va forcer l'un d'eux à regarder cette frontière en face sans humour, sans détour, sans masque? Il y a des ruptures qui font du bruit, et d'autres qui imposent au contraire une consigne de silence. Pour Vanessa Paradis, l'été 2012 ne se résume pas à une séparation de célébrités. C'est un basculement, la fin officielle d'un couple devenu mythique aux yeux du public, Vanessa et Johnny Depp, et surtout la nécessité de reprendre le contrôle d'une frontière que la curiosité médiatique avait peu à peu grignotée. Le 19 juin 2012, un communiqué tombe. Court, froid, sans pathos. Il confirme une séparation à l'amiable et surtout lance une demande qui ressemble à un ultimatum moral. Merci de respecter leur vie privée et, plus important encore, celle de leurs enfants. Cette phrase, c'est la pudeur à l'état brut. Pas une élégance, pas un charme français, une ligne de défense. Et ce qui frappe, c'est qu'il n'y a pas de récit, pas de justification, pas de vérité, juste un cadre, on se sépare et vous n'entrez pas. Pour Vanessa, cette sobriété n'est pas une absence d'émotion, c'est une façon de ne pas livrer l'émotion au tribunal permanent du public. Mais alors, que se passe-t-il quand une artiste qui a toujours cultivé la retenue est contrainte de la formuler publiquement? Cela signifie que la retenue ne suffit plus, qu'il faut verbaliser la limite, parce que le monde ne la respecte pas spontanément. À ce moment-là, Gad Elmaleh est dans une dynamique inverse. Il vit dans l'exposition. Il a construit sa relation au public sur une promesse implicite, donner quelque chose de lui, de son quotidien, de ses névroses, de sa maladresse, transformer la gêne en rire. Et voilà qu'une autre star, Vanessa, rappelle que l'intime n'est pas une matière première. Ce n'est pas une leçon théorique. C'est une crise de civilisation miniature. D'un côté, l'époque réclame du vrai, des détails, des coulisses. De l'autre, une femme dit « non, pas ici, pas comme ça ». Pas avec les enfants. Et c'est là que la pudeur chez Vanessa peut marquer Gad au sens profond. Parce qu'elle montre qu'il existe une puissance dans le refus. Une puissance qui ne vient ni du scandale, ni de l'aveu, mais de la capacité à se tenir droit dans le silence. Pourtant, ce silence a un prix. Parce qu'en se taisant, on laisse les autres raconter. On laisse les interprétations, les projections, les fantasmes. On devient un écran. Et Vanessa le sait. À partir de 2012, chaque apparition, chaque sourire, chaque chanson, chaque geste sera lu comme un indice. Dans ce type de moment, l'artiste ne joue plus seulement un rôle, elle doit aussi protéger une famille, une stabilité, une enfance. Ce soir-là, et dans les mois qui suivent, ce n'est pas seulement Vanessa qui vit une crise. C'est l'idée même de couple public qui se fissure. Et Gad, lui, observe. Il comprend que la pudeur n'est pas un trait de personnalité mignon. C'est une méthode de survie quand le monde vous réclame ce que vous ne pouvez pas donner. Au même moment, la vie de Gad, elle aussi, bascule vers une autre zone, celle où l'exposition devient plus dangereuse encore parce qu'elle touche désormais à l'enfant, à la transmission, à la vulnérabilité. En décembre 2013, la naissance de Raphaël, son fils avec Charlotte Casiraghi, est annoncée par communiqué. Même ton, bref, contrôlé, maîtrisé. Dans ce type d'annonce, on sent une règle tacite. On dit l'essentiel, rien de plus. On verrouille les détails. On tente de préserver ce qui peut l'être. Mais alors, comment continuer à faire rire quand la vie vous apprend précisément à vous taire? Comment concilier le métier d'exposer des failles sur scène avec le besoin de ne plus rien exposer du tout dès qu'il s'agit des siens? La crise ici n'est pas une scène de rupture spectaculaire. La crise, c'est cette tension. D'un côté, la demande du public, de l'autre, la nécessité de la limite. Et Vanessa, avec sa phrase de 2012, incarne la limite. C'est aussi pour cela que, plus tard, quand Gad traverse d'autres tempêtes, y compris celles qui touchent sa crédibilité artistique, comme les accusations de plagiat, où il reconnaîtra une part de vrai,
tout en dénonçant une charge démesurée, la question revient toujours au même point. Que fait-on du regard des autres? Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on se justifie? Ou est-ce qu'on se tait au risque d'être mal compris? Vanessa, elle, a déjà répondu depuis longtemps. Par la pudeur, par l'économie des mots, par une frontière tracée une fois et tenue ensuite. Après la tempête, il reste une chose, la manière dont on survit. Et ce n'est pas forcément la vérité qui sauve. Parfois, c'est le silence bien placé. Garder le silence, après une crise, ce n'est pas ne rien dire. C'est choisir où l'on vit, avec qui, et surtout, ce qu'on refuse désormais d'abandonner au regard public. Après 2012, Vanessa Paradis ne reconstruit pas devant les caméras. Elle ne transforme pas la rupture en récit. Elle fait exactement l'inverse. Elle referme la parenthèse médiatique et rappelle une règle simple, presque sèche, comme une clause de survie. Dans le communiqué relayé au moment de la séparation, la phrase centrale ne parle ni d'amour ni de colère, elle parle de frontières. Merci de respecter leur vie privée et, plus important encore, celle de leurs enfants. C'est un point de bascule, parce qu'à partir de là, tout devient plus net. Elle ne négociera plus avec la curiosité. Elle ne répondra pas à ce que le public imagine. Elle continuera d'exister, évidemment, mais sur un autre contrat, celui de la pudeur assumée. Et cette pudeur, dans l'après-tempête, prend une forme très concrète, la rareté. Rareté des commentaires, rareté des confidences, rareté des explications. Le public aime croire qu'une star se livre quand elle souffre. Vanessa rappelle, par son absence de discours, qu'on peut aussi traverser une secousse sans en faire un spectacle. Mais alors, comment vivre quand on devient un symbole de retenue? Parce que le silence a un effet secondaire. Il attire, il intrigue, il fait parler les autres. Et c'est là que la pudeur devient une discipline quotidienne. Tenir le cap quand tout pousse à clarifier, à réagir, à rétablir une vérité. De l'autre côté, Gad Elmaleh observe et traverse lui aussi une forme d'après-tempête, mais différente. Chez lui, la sortie de crise ne passe pas par un communiqué de séparation. Elle passe par quelque chose de plus intime, plus irréversible encore que l'image publique. La paternité, la transmission, la responsabilité. En décembre 2013, l'annonce de la naissance de son fils Raphaël avec Charlotte Casiraghi est formulée dans un style qui ressemble précisément à ce que Vanessa avait imposé un an plus tôt. Un texte court, contrôlé, sans détails inutiles. On y lit cette phrase, sobre. Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fils, Raphaël, né à Monaco le 17 décembre 2013. Ce n'est pas un hasard si les mots se ressemblent. Dans ce milieu, on finit par apprendre une loi tacite. Plus l'intime est précieux, plus il faut le protéger par des phrases minimales. Dire l'essentiel et fermer la porte. Pour Gad, c'est un changement de posture. L'humoriste vit d'exposition, mais le père découvre une autre forme de pudeur, celle qui n'a rien à voir avec le charme ou la discrétion mondaine. Une pudeur de protection, une pudeur qui dit « ça, ce n'est pas pour vous ». Et c'est peut-être ici que la leçon de Vanessa Paradis devient réellement marquante pour lui. Non pas parce qu'ils auraient eu une relation à commenter, mais parce qu'elle incarne une compétence que la célébrité ne donne pas automatiquement, l'art de ne pas se laisser dévorer. Dans l'après-tempête, chacun continue sa route. Vanessa reste présente dans le paysage culturel français, mais elle choisit ses apparitions, elle cadre sa parole. Gad, lui, continue d'être un homme public forcément, mais on le voit, progressivement, intégrer une idée qui contredit le réflexe du comédien. Parfois, l'aveu n'est pas une victoire. Parfois, l'aveu est une perte de contrôle. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste une fois que la tempête est passée? Il reste des principes, et il reste des habitudes nouvelles. La pudeur chez Vanessa devient une architecture. Elle organise l'espace autour d'elle. La pudeur chez Gad devient une question. Jusqu'où peut-on se raconter sans se trahir? Jusqu'où peut-on donner sans se dissoudre? Et c'est précisément dans cette zone, l'après, que naît la promesse d'une révélation. Parce qu'après avoir appris à se taire, il arrive un moment où l'on parle non pas pour satisfaire le public, mais pour se libérer soi-même. Pas pour dévoiler une histoire, mais pour nommer une empreinte. Si Gad dit aujourd'hui à 54 ans, ce n'est pas un effet d'annonce. C'est un âge où l'on cesse de jouer au personnage, où l'on admet que certaines rencontres, parfois brèves, parfois professionnelles, vous ont enseigné une manière de survivre, et que cette manière a un nom,
la pudeur. Il y a des vérités qu'un homme ne prononce pas tant qu'il n'a pas appris à se taire sans paniquer. Gad Elmaleh, aujourd'hui, ne vient pas déballer une histoire. Il vient nommer une empreinte. Une trace laissée en lui par une attitude qu'il a longtemps mal comprise. La pudeur. À 54 ans, cet âge où l'on commence à compter autrement, où l'on regarde derrière soi sans faire semblant, il sait exactement pourquoi ce mot revient. Gad est né le 19 avril 1971 et ces dernières années, il a basculé vers une parole plus intime, plus dépouillée, plus fragile aussi. La presse a noté ce tournant. Dans son spectacle lui-même, présenté en 2024 et en tournée, il affiche une sincérité nouvelle, parle d'âge, de sobriété, de quête spirituelle, de retrait de certaines habitudes comme s'il cherchait, enfin, à ne plus se cacher derrière la performance. C'est dans ce contexte-là que sa révélation prend son sens. Il ne révèle pas Vanessa Paradis, il se révèle, lui, face à ce qu'elle représente. Vanessa, on la connaît. Carrière immense, visibilité permanente. Et pourtant, une manière presque obstinée de ne pas se laisser saisir. Une économie de mots, une frontière. En 2012, quand sa séparation avec Johnny Depp devient officielle, le message le plus clair n'est pas une justification sentimentale. C'est une demande de respect pour la vie privée, et surtout pour les enfants. Ce n'est pas du mystère, c'est une règle. Gad, lui, a construit une partie de sa légende sur l'inverse. Remplir l'espace. Faire parler le silence. Transformer le malaise en rire. Et pendant longtemps, il a cru que c'était la seule manière d'exister. Donner, donner, donner. Donner au public une histoire, une faiblesse, une confession maquillée en anecdote. Alors il le dit, maintenant lentement. Il dit qu'au début, cette pudeur l'a déstabilisé. Il marque une pause. Comme s'il revoyait une scène sans décor, simplement une manière d'être. Vanessa ne se protège pas en attaquant. Elle se protège en ne répondant pas. Et ce non-réponse-là, dans un monde où l'on exige sans cesse des explications, lui a fait l'effet d'une force presque insolente. Parce qu'elle ne s'excusait pas d'être intacte. Parce qu'elle n'avait pas l'air de devoir se justifier d'exister. Et c'est là qu'il brise le silence, le sien. Il confie sans spectaculaire qu'il a longtemps pris le rire pour une permission. La permission d'aller là où l'on n'ose pas. Mais qu'à force d'y aller, il a parfois confondu intimité et matière première. Il croyait être vrai quand il était surtout en train de se protéger, de devancer les questions, d'éviter le moment où quelqu'un pourrait lui dire « Et toi, Gad, tu ressens quoi sans blague ?» Il s'arrête. Et ce silence-là, justement, il le laisse exister. Parce que sa révélation n'est pas une phrase choc, c'est un renversement. Il reconnaît qu'il a été marqué par Vanessa Paradis parce qu'elle lui a montré qu'on peut rester digne sans se raconter, qu'on peut rester aimable sans se livrer, qu'on peut être présent sans être disponible. Et il va plus loin, cette fois. Il admet que cette pudeur l'a obligé à se regarder en face. Si Vanessa pouvait tenir une ligne de silence, lui aussi devait apprendre à tenir une ligne, non pas contre le public, mais pour se sauver lui-même. Ce qu'il révèle, c'est peut-être la chose la plus difficile pour un humoriste. Que le silence n'est pas un échec. Il le relie à sa trajectoire récente, celle que l'on a vue apparaître au fil des années. Une parole plus intérieure, une volonté de calmer le bruit, de ralentir, de se recentrer. Comme si, après avoir vécu dans l'accélération, il avait compris que la pudeur n'est pas une faiblesse, mais une hygiène. Et soudain, tout s'éclaire. Même leur collaboration passée, sur un film où la voix doit tout porter sans le corps, Un monstre à Paris prend une autre couleur. Dans le doublage, on entend tout. La pudeur, les hésitations, les retenues, la vérité d'un souffle. Vanessa y était Lucille, lui, Raoul. Deux façons d'être au monde, deux rythmes, deux protections. Et sa révélation, finalement, tient en une idée simple, presque austère. Il dit qu'elle lui a appris qu'il existe une élégance rare, celle de ne pas s'offrir en pâture, celle de garder, au milieu du bruit, un endroit inviolable. Et quand il prononce cela, il ne parle pas d'elle comme d'une icône, il parle d'elle comme d'un rappel. La pudeur peut être une force qui vous sauve, si vous avez le courage de la choisir. On croit souvent que la pudeur est un luxe, un raffinement de star, une manière chic de garder une distance. Mais quand on regarde la trajectoire de Gad Elmaleh et de Vanessa Paradis, on comprend autre chose. La pudeur n'est pas un décor, c'est une structure. Une charpente intérieure qui empêche de s'effondrer. Vanessa, au fond, n'a jamais fait de la pudeur un slogan. Elle n'en a pas parlé, elle l'a pratiqué.
Et c'est précisément ce silence-là qui a fini par enseigner aux autres. Sa manière de poser des limites, de réduire le bruit, de protéger ce qui compte, notamment quand les médias ont voulu faire d'une séparation un feuilleton, a été une démonstration publique de la puissance du non. Pas un non agressif, un non calme, ferme, presque administratif. Merci de respecter la vie privée, et plus important encore, celle des enfants. Gad, lui, vient d'un monde où l'on croit que tout se transforme. Le trac se transforme en énergie, la honte se transforme en rire, le malaise se transforme en sketch. Et pendant longtemps, il a vécu avec cette règle. L'émotion ne vaut que si elle est partagée. À 54 ans, quand il dit que la pudeur de Vanessa l'a marqué, il ne fait pas l'éloge d'une discrétion mondaine. Il admet une chose plus profonde. Il y a des émotions qui ne deviennent pas plus vraies parce qu'on les expose. Au contraire, certaines émotions se déforment dès qu'on les met en scène. Certaines blessures guérissent mal sous les projecteurs. Alors il reste quoi au terme de cette histoire ? Il reste une idée qui touche à quelque chose de très français. L'élégance de ne pas tout dire. L'art d'être présent sans se dissoudre. Et surtout, il reste une image intérieure, presque immobile. Non pas une scène de cinéma, non pas une photo de magazine, une situation simple. Un artiste qui observe une autre artiste et comprend qu'elle a, en elle, un espace inviolable. Ce que Gad parle enfin, c'est la reconnaissance d'un principe. La pudeur n'est pas un manque de courage. C'est parfois la forme la plus haute du courage, parce qu'il faut tenir, résister, ne pas céder à l'époque, ne pas céder à la demande permanente, raconte, explique, prouve, justifie. Vanessa n'a pas justifié, elle a continué. Et Gad, au moment où il le raconte, donne l'impression de faire, lui aussi, un pas vers cette continuité plus calme. Les articles récents autour de ces nouveaux spectacles ont insisté sur une tonalité plus posée, plus introspective, plus vraie, comme si sa trajectoire se déplaçait. Du rire comme bouclier vers une parole plus nue. Ce n'est pas une morale, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Dans un monde où l'on confond souvent confession et vérité, il existe encore des artistes qui rappellent qu'on peut être sincère sans se dévoiler. Et que l'intime n'est pas un dû, ni pour les journalistes, ni pour les fans, ni pour l'époque. À la fin, il ne reste pas une révélation explosive, il reste un mot discret, pudeur, qui chez Gad Elmaleh sonne presque comme une réparation. Parce qu'en le prononçant, il reconnaît ce qu'il a longtemps fui. Le silence peut être un refuge. Et la frontière peut être un acte d'amour. Et puis, l'histoire se referme comme elle s'est ouverte, sans grand geste. Pas de phrase définitive, pas de confession totale. Juste l'impression que certaines rencontres vous laissent un objet invisible dans la main. Un principe, une mesure, une retenue. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.